Bonjour à tous, cet épisode il va être un peu spécial car je vais vous présenter mon deuxième sujet de grand oral. Je vais donc faire comme si j'étais face à mon jury et pour vous aider à tout comprendre, en description il y a une feuille avec des schémas que j'ai faites donc pendant les 20 minutes de préparation avant mon oral et qui a pu aider le jury à suivre mon oral. Le sujet de cet épisode s'intitule « Quels sont les effets sanitaires et environnementaux du chlordécone ?» Dans les années 90, la production bananière de Martinique et de Guadeloupe atteint son pic avec près de 280 000 tonnes de bananes dont la majorité est exportée vers la métropole. Mais depuis 1972 et jusqu'en 1993, les plants qui ont produit ces bananes ont été traités à la chlordécone, un insecticide à l'origine d'un des plus grands scandales sanitaires français. Utilisée pour traiter le charançon du bananier, la chlordécone a massivement servi à traiter les bananeraies martiniquaises et guadeloupéennes, mais également dans d'autres pays pour diverses raisons. Nous verrons donc quels sont les effets sanitaires et environnementaux de la chlordécone. Tout d'abord, je vais poser le contexte historique en vous racontant l'histoire du chlordécone, donc de 1952 à 2025. Tout commence à Hopewell, la capitale chimique du sud des États-Unis. En 1952, le laboratoire de l'entreprise Allied Chemical découvre le C10Cl10O, la chlordécone donc. On peut dire la ou le chlordécone, c'est exactement la même chose. Ce nouvel insecticide, il est mis sur le marché sous le nom de Kepone en 1958, mais dès 1963, des études montrent que la molécule elle est reprotoxique chez la souris. Reprotoxique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle altère la fertilité et le développement de la descendance de la souris. En 1972, pour lutter contre le charançon du bananier en Martinique et pour redresser l'économie bananière après de multiples tempêtes et ouragans, une autorisation de mise sur le marché français provisoire est délivrée par le ministre de l'Agriculture de l'époque, Jacques Chirac. Elle sera renouvelée de nombreuses fois, mais le produit ne sera jamais officiellement homologué. Seulement 3 ans plus tard, en 1975, suite à une forte pollution des eaux de rivière par Allied Chemical ainsi que d'une centaine de contaminations des ouvriers de l'usine à la chlordécone à cause du laxisme de l'entreprise, et donc des mesures de sécurité qui n'ont pas été prises, le produit il est interdit aux États-Unis. À l'époque, la toxicité du chlordécone, elle est connue pour ses effets cancérigènes, écotoxiques et ses risques de stérilité masculine. Mais, malgré cela, il faudra attendre près de 15 ans pour que la chlordécone, elle soit retirée du marché français, en Martinique et en Guadeloupe, et totalement interdite en 1993, mais elle sera également autorisée par la suite de manière clandestine, quelques années. Mais donc, la chlordécone, comment on fait pour la produire ? Qu'est-ce qui fait qu'elle est aussi dangereuse ? C'est ce qu'on va voir tout d'abord dans la synthèse de la chlordécone. D'après un rapport de l'OMS, lors de l'Organisation mondiale sur la santé de Genève en 1984, la synthèse de la chlordécone, elle se fait en 2 étapes. Tout d'abord, on met en contact 2 molécules de C5Cl6, ou hexachloropentadiène, avec du CO3, ou trioxyde de soufre. D'après un article de Samuel Epstein publié en 1978, la réaction elle est réalisée à chaud et sous pression. En effet, la température c'est un facteur cinétique. Ça veut dire que plus la température elle va augmenter, plus les atomes, le mouvement des atomes, etc., il va être accéléré et donc la réaction globale va être accélérée également. Et la mise sous pression, quant à elle, ça permet de baisser la température nécessaire et donc d'économiser de l'énergie. Un exemple concret, si on baisse la pression atmosphérique, donc par exemple si on met un bol d'eau sur une plaque chauffante, tout ça mis sous vide où on peut contrôler la pression, si on baisse la pression, la température nécessaire pour faire bouillir l'eau ne va plus être de 100 degrés mais de 70 degrés. On ajoute également à ce mélange réactionnel un catalyseur qui va également accélérer la réaction, ici le pentachlorure d'antimoine. Un catalyseur, c'est une espèce chimique qui ne va pas réagir dans la réaction, donc qui ne va pas réagir avec ici donc l'hexachloropentadiène ou le trioxyde de soufre. Son rôle va seulement être d'accélérer la réaction, et donc d'économiser de l'argent évidemment. La chlordécone, donc, obtenue après l'hydrolysation du produit intermédiaire, est filtrée puis séchée pour l'avoir sous forme cristallisée. Donc pour faire plus clair, on a la première réaction. À la suite de cette première réaction, on va obtenir un intermédiaire. Et cet intermédiaire, on va le mettre en contact avec de l'eau,
l'hydrolysation, et ça va permettre de transformer les liaisons CH en liaisons CCl. Et ce processus, ça montre que le chlordécone, c'est un organochloré. Donc on obtient la chlordécone, et pour vérifier la pureté du produit obtenu, on peut faire une chromatographie gazeuse avant la cristallisation ou une spectroscopie de masse afin d'identifier la double liaison CO. Mais pourquoi cette molécule elle est aussi persistante dans les sols? Donc comme vous pouvez le voir sur le petit schéma de la molécule que j'ai fait en 2D, la chlordécone elle est donc composée de 10 atomes de carbone auxquels sont rattachés 10 atomes de chlore. Lorsque la différence d'électronégativité entre deux atomes elle est supérieure à 0,4, on appelle ça une liaison polaire, et donc une liaison hydrophile. Ici, c'est le cas pour la liaison CCl, mais comme vous pouvez le voir, dans la molécule de la chlordécone, les atomes de chlore, ils pointent dans différentes directions. Ils pointent tous dans une direction différente, et donc c'est comme si leur électronégativité se compensait. Donc la liaison CCl, finalement, elle n'est pas polaire. Il ne reste alors que la liaison CO, qui elle aussi est polaire, mais elle ne fait pas le poids face aux autres liaisons. La chlordécone, donc, n'est pas polaire, et elle ne va donc pas se lier avec l'eau, ce qui va la rendre très stable. Elle ne va pas pouvoir être dégradée par la pluie, et donc va durer extrêmement longtemps dans le temps. On estime qu'il n'y aura plus du tout de chlordécone dans le sol martiniquais ou guadeloupéen d'ici 650 ans. 650 ans, 700 ans. Par contre, elle n'est donc pas hydrophile, mais elle est lipophile. Ça veut dire qu'elle a une forte affinité pour la matière grasse et pour la matière organique. La matière organique qui compose les sols, les végétaux, les tissus animaux, mais on verra ça plus tard. Cette forte stabilité dans les sols, elle va forcément avoir un impact sur l'agriculture en Martinique et en Guadeloupe. On estime la part des terres agricoles polluées en Martinique à 6200 hectares, ce qui représente à peu près 19% des terres agricoles martiniquaises. En effet, de 1972 à 1993, on a traité les bananeraies avec 300 tonnes de chlordécone en tout, à raison de 30 grammes par pied à chaque fois, ce qui vient à 30 kg par hectare par an, ce qui est énorme. Et le sol de la Martinique, c'est un sol volcanique argileux, et donc la chlordécone, elle va se retrouver piégée dans les sols. Concernant l'impact sur les cultures, il y a une étude de 2015 qui consistait à suivre du chlordécone marqué radioactivement dans du radis. Donc ça veut dire qu'on a pris une molécule de chlordécone, on l'a marqué radioactivement, donc on a ajouté un atome radioactif qui permet de libérer de la lumière, et donc on peut voir les molécules de chlordécone dans le radis. Et on a vu que, exactement comme l'eau, donc vous pouvez voir ici sur le petit schéma du radis, exactement comme l'eau, la chlordécone elle va venir se coller aux racines et être absorbée, le même mécanisme que l'eau, et va donc être diffusée dans tout le radis. Donc les cultures racinaires comme le radis, les carottes, les pommes de terre sont particulièrement sensibles, et plus les cultures se font en hauteur et moins elles sont touchées. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des producteurs, donc des agriculteurs en Guadeloupe et en Martinique, qui garantissent une culture entre guillemets sans chlordécone. Ça veut tout simplement dire qu'ils cultivent des graines, des espèces qui sont plus en hauteur et donc qui ne sont pas moins contaminés en tout cas par la chlordécone. Mais ça n'empêche pas que tous les organismes de l'île sont contaminés via l'alimentation, y compris les espèces marines. De nombreuses zones de pêche ont d'ailleurs été interdites car présentant un taux de chlordécone trop élevé, et la pêche en eau douce a totalement été interdite. On estime que la chlordécone pourrait polluer la Guadeloupe et la Martinique, donc pendant encore plusieurs centaines d'années, donc entre 600 et 700 ans, car il ne peut être dégradé rapidement que par des bactéries. Des recherches sont encore en cours pour tenter de dépolluer plus vite les sols. On a une solution qui a été trouvée par des chercheurs du Bureau de recherche géologique et minière, et ces chercheurs ont montré qu'en chauffant avec des micro-ondes le sol, donc exactement comme dans votre four à micro-ondes à vous, l'eau elle va s'agiter et donc elle va s'évaporer et va emporter avec elle la chlordécone. Dans les endosols, donc des sols riches en matière organique, les résultats montrent la destruction de 90% de la chlordécone.
C'est une solution donc super prometteuse, mais non seulement c'est ultra coûteux, parce que imaginez chauffer genre 6000 hectares avec des micro-ondes, c'est impossible en fait, et en plus ça détruit la matière organique des sols. Donc si on souhaitait faire ça pour les terres agricoles, ce serait totalement inimaginable. Aujourd'hui, on estime donc que 92% de la population martiniquaise serait contaminée par la chlordécone. Mais donc, la chlordécone, ça fait quoi sur l'organisme ? Donc, comme dit précédemment, la chlordécone, elle fait partie des organochlorés. Elle agit comme donc tous les autres insecticides de ce groupe. En temps normal, sans insecticide, sans rien, dans nos cellules nerveuses circule un courant électrique causé par l'apport d'ion sodium Na+, dans les axones, c'est-à-dire ceci. Donc là, vous avez un petit schéma avec un truc, avec un rond et des pics et tout, c'est ça. Donc on a un neurone que vous voyez, avec le corps cellulaire, le truc avec les pics, et le long tube, l'espèce de long tube, c'est l'axone. Et dans cet axone, on va avoir plusieurs canaux sodium, donc, qui s'ouvrent et se referment pour faire entrer les ions Na+. Et cette entrée d'ion Na+, ça va créer une différence de potentiel électrique, et donc ça va créer un courant. Et ce courant, il va permettre de contracter nos muscles, ce qui est totalement essentiel pour faire toutes les activités d'un métabolisme normal, donc respirer, bouger, digérer, s'alimenter, etc. Mais quand l'insecticide il pénètre dans le corps, que ce soit le nôtre ou celui du charançon, il va avoir une très forte affinité même avec les tissus gras comme le cerveau. Il va ainsi venir perturber le fonctionnement des canaux sodium en les empêchant de se refermer ou de s'ouvrir, créant des angoisses, des agitations, des tremblements, des troubles de la motricité, des céphalées et même une paralysie qui peut entraîner la mort, puisqu'il n'y a plus de contraction musculaire. De plus, une étude de 1982 montre que la chlordécone semblerait diminuer la quantité des récepteurs des neurotransmetteurs, comme par exemple l'acétylcholine, qui est totalement essentielle pour transmettre le potentiel d'action du neurone à la fibre musculaire. La chlordécone, elle a également été déclarée comme cancérigène possible chez l'homme par l'OMS, mais il y a des tonnes de médecins guadeloupéens et martiniquais qui assurent que cet insecticide cause le cancer de la prostate, parce que en Martinique et en Guadeloupe, le cancer de la prostate, son taux est 2 fois plus élevé en Martinique qu'en métropole par exemple. Des études ont été faites, mais le cancer il est causé par de multiples facteurs et il est très difficile d'établir un lien direct. Aujourd'hui, d'après l'assurance maladie française, donc le site Amélie, on sait que le chlordécone, il peut causer de nombreux problèmes de santé, notamment des problèmes de fertilité. Et on soupçonne aussi cette molécule d'être à l'origine d'autisme. Donc pour conclure tout ça, la chlordécone c'est un insecticide qui a été utilisé massivement en Martinique et en Guadeloupe afin de lutter contre le charançon du bananier et ainsi augmenter la production de bananes. Et la production de bananes c'est un pilier économique là-bas. Mais cette utilisation, elle a eu de graves conséquences sur l'environnement et sur la santé des Guadeloupéens et Martiniquais. De par sa structure non polaire, c'est une molécule très stable qui ne se dégrade pas ou très lentement et a une très forte affinité avec les tissus organiques. Elle va donc polluer les cultures et les animaux par le biais de l'alimentation. L'exposition à cette molécule, elle peut avoir de nombreux effets à court comme à long terme, allant de simples nausées ou maux de tête à la mort si l'exposition est trop importante. On suspecte également l'insecticide de provoquer le cancer de la prostate, l'autisme, etc. Depuis l'interdiction de la chlordécone, les producteurs de bananes, ils ont dû trouver des solutions pour lutter contre le charançon du bananier, et un piège à charançon est maintenant utilisé. C'est une méthode simple, peu coûteuse et non dangereuse, donc les charançons vont être attirés par des phéromones et vont tomber dans une eau savonneuse. Ils vont donc se noyer. C'est un piège mécanique, peu coûteux et très efficace. Mais malgré les efforts pour dépolluer les sols, il semblerait que la population martiniquaise et guadeloupéenne doivent faire face à ce problème majeur en adaptant ces cultures faute de moyens suffisants. Il y a un plan chlordécone qui a été mis en place par le gouvernement français qui vise donc à augmenter les subventions pour la recherche sur ce sujet et ainsi au niveau sanitaire, mais aussi pour dépolluer les sols. Enfin, le 11 mars 2025, la Cour de Paris a reconnu l'État français coupable de négligence fautive
en autorisant et en prolongeant la vente de la chlordécone. Donc un préjudice moral d'anxiété est désormais possible, mais seulement une dizaine de plaignants ont été dédommagés sur 1286, sans compter les 800 000 Guadeloupéens et Martiniquais. Désormais, la population donc se bat pour une dépollution des terres, un travail de mémoire sur le traumatisme vécu par toute cette population, ainsi qu'une plus grande reconnaissance de la part de l'État, mais également des producteurs de bananes qui sont aussi fautifs dans cette histoire. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc pour cet oral, j'ai eu 20 sur 20 au bac. Si vous souhaitez utiliser cet oral, allez-y, c'est pour ça que je le publie aussi, c'est pour ça que je le mets en ligne sous forme de podcast. C'est aussi pour vous inspirer. Néanmoins, essayez de personnaliser ce sujet le plus possible. Parce que plus c'est votre sujet, vous allez mieux vous l'approprier et le jury le verra. Il verra que vous avez fait des heures et des heures de recherche, que vous êtes passionné par votre truc et forcément, ça va augmenter votre note parce qu'il verra que vous êtes motivé. En description, vous trouverez non seulement donc la fiche de schéma qui vous aidera à suivre cet oral de manière plus tranquille parce que c'est quand même un oral lourd, donc spécialité SVT physique-chimie, donc forcément il y a des connaissances un peu indigestes. Et voir ça sous forme, donc il y a une frise chronologique, il y a l'équation de réaction de la synthèse, il y a aussi le schéma du chlordécone en 2D, et il y a il y a également un petit schéma d'un radis pour l'expérience sur le radis radioactif, etc. Et aussi, il y a le schéma de l'axone, de la différence de potentiel électrique canaux-sodium, etc. Pour ceux qui ont vraiment besoin d'un support écrit, je vous mets également en description un PDF qui vous mènera vers le sujet entièrement rédigé que j'ai lu donc pendant ces 20 longues minutes. Dans la description, vous trouverez aussi mon matériel, des petites recommandations de documentaires que j'ai aimés ces derniers temps, ainsi que quelques liens qui pourraient vous servir. Voilà. Au revoir!